Papa, tu n'as rien contribué pour ce dîner, donc tu ne manges pas. Ce furent les mots que ma propre fille m'a dit devant toute la famille le soir de Noël. Alors que je restais là, debout, avec l'assiette vide dans les mains. En regardant tout le monde continuer à manger comme si de rien n'était. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit serait la dernière fois qu'elle m'humilierait. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche car tous les jours nous avons de nouvelles histoires. Laisse ton like et raconte-nous dans les commentaires depuis quelle ville tu nous regardes. Je m'appelle Ignacio Medina Vasquez, j'ai 67 ans et, depuis 3 ans, je vis dans la maison de ma fille Béatrice. Après avoir perdu ma chère épouse Carmen. Je pensais que ce Noël 2024, nous aurions enfin une vraie célébration familiale comme il se doit. Après tant de mois de tension constante dans cette maison. Depuis que j'étais venu vivre ici, les choses n'ont jamais été faciles. Béatrice, ma fille de 35 ans, avait toujours été problématique depuis petite. Elle était capricieuse, exigeante, et n'a jamais su apprécier les sacrifices que j'ai faits pour elle toute sa vie. J'ai payé ses études universitaires. Je l'ai aidée pour la compte de cette maison où je vis maintenant comme un étranger. Et pendant des années j'ai soutenu sa famille quand Rodrigo, son mari, était sans travail. Mais ce 24 décembre j'avais retrouvé de l'espoir. J'avais acheté des cadeaux chers pour mes petits-enfants Alba et Marcos, de 8 et 5 ans. J'ai dépensé plus de 500 € en jouets, vêtements et bonbons pour eux. J'ai aussi acheté un magnifique collier de perles pour Béatrice. Qui m'a coûté 300 €, pensant que peut-être cela adoucirait son cœur. Et qu'elle me traiterait avec le respect que je mérite. Toute la journée j'ai aidé en cuisine, épluchant des pommes de terre. Organisant la table, nettoyant la vaisselle sale. Je me sentais utile et plein d'espoir. Je voyais Béatrice préparer la dinde, Rodrigo ouvrir le vin. Et mes petits-enfants courir dans la maison, excités pour la nuit de Noël. Pendant un moment, je me suis permis de croire que nous serions enfin une famille unie. Quand arriva l'heure du dîner, nous nous sommes tous assis autour de la table. Que j'avais moi-même décorée avec beaucoup de soin. Les lumières de Noël brillaient doucement, la nourriture sentait délicieuse. Et mes petits-enfants ne cessaient de parler du Père Noël. Je me sentais le patriarche de la famille, le grand-père fier, entouré de ses proches. Rodrigo servit le vin et proposa un toast à la famille. Nous avons tous levé nos verres, même les enfants avec leur jus. Pour la famille Medina Santos, dit-il. Je sentis une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis la mort de ma Carmen. Je pensais avoir enfin trouvé ma place dans cette maison. Après le toast, nous avons commencé à servir la nourriture. Béatrice coupait la dinde, Rodrigo servait les pommes de terre rôties. Et les enfants s'excitaient en voyant tous les plats délicieux. Quand je me suis levé pour m'approcher de la table et me servir. Souriant avec mon assiette à la main, l'impensable arriva. Béatrice me regarda froidement, posa sa main sur mon assiette pour m'empêcher de me servir. Et d'une voix tranchante qui résonna dans toute la pièce, elle dit « Papa, tu n'as rien contribué pour ce dîner, donc tu ne manges pas. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mes petits-enfants me regardaient, confus. Rodrigo continua de manger comme si de rien n'était. Et moi je restais là, humilié devant toute ma famille. Avec l'assiette vide tremblant dans mes mains. Le choc de ces mots me paralysa complètement. Pendant quelques secondes qui me parurent éternelles. Mon esprit ne réussissait pas à comprendre ce que je venais d'entendre. Ma propre fille m'interdisait de manger à la table familiale de Noël. La même table que j'avais aidé à préparer toute la journée. Je regardais autour de moi en espérant que quelqu'un dise quelque chose. Que quelqu'un proteste contre cette injustice. Mais Rodrigo continua simplement à mâcher sa dinde. Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je vis même un petit sourire sur ses lèvres. Comme s'il profitait de mon humiliation. C'était évident que cela avait été planifié entre eux. Mais Béatrice, murmurai-je d'une voix tremblante. J'ai aidé à tout préparer. J'ai été dans la cuisine avec toi toute l'après-midi. L'aider n'est pas payé, papa, répondit-elle sans même me regarder. Rodrigo a acheté la dinde. Moi j'ai payé les légumes, le vin, tout. Tu n'as pas mis un seul euro pour cette fête. Donc tu n'as pas le droit d'en profiter. Mes petits-enfants commencèrent à comprendre que quelque chose de bizarre se passait. Alba, la plus grande, demanda avec innocence. Pourquoi le grand-père ne mange pas avec nous? Parce que le grand-père doit apprendre à être responsable.
Répondit Béatrice avec une froideur qui me glaça le sang. Et quand il sera grand et qu'il contribuera à cette maison, alors il pourra s'asseoir à notre table. Les mots de ma fille me transpercèrent comme des poignards. Être responsable. Moi qui avais travaillé 40 ans comme mécanicien pour lui donner tout ce dont elle avait besoin. Moi qui m'étais levé à 5 heures du matin pendant des décennies pour nourrir ma famille. Moi qui avais vendu ma voiture quand elle avait besoin d'argent pour l'université. Je restais là debout, serrant mon assiette vide. En voyant tout le monde continuer à dîner tranquillement. Le bruit des couverts contre les assiettes résonnait dans mes oreilles comme une torture. L'odeur de la nourriture que j'avais aidé à préparer devenait une moquerie cruelle. Rodrigo osa même demander à Béatrice de lui passer plus de dinde. En disant un commentaire sur combien elle était délicieuse. Elle est exquise, mon amour. Ça valait vraiment l'investissement. Ces mots avaient une intention malveillante qui ne m'échappa pas. J'essayais de garder ma dignité, mais je sentais les larmes monter. Non pas à cause de la nourriture, mais à cause de la cruauté de la situation. Ma propre fille me traitait pire qu'un étranger. Au moins un étranger, tu ne l'inviterais pas chez toi pour l'humilier ainsi. Le petit Marcos, mon petit-fils de 5 ans, descendit de sa chaise et s'approcha de moi. Avec un morceau de pain à la main. « Grand-père, veux-tu mon pain ? Tu as l'air d'avoir faim. » Avant que je puisse répondre, Béatrice intervint brusquement. « Marcos, retourne à ta place. Le grand-père va bien, il apprend juste une leçon importante. » L'enfant me regarda avec confusion, mais obéit à sa mère. Je le vis retourner à sa chaise, se tournant de temps en temps pour me regarder avec inquiétude. Mon cœur se brisa en réalisant que mes propres petits-enfants étaient témoins de cela. Finalement je ne pus supporter plus longtemps cette torture silencieuse. Sans dire un mot, je posai l'assiette vide sur la table et me dirigeai vers ma chambre. Chaque pas vers les escaliers résonnait comme un écho dans la salle à manger. Où le bruit des couverts et les conversations superficielles continuaient comme si j'étais invisible. Une fois dans ma chambre, je fermai la porte et m'assis au bord du lit. Les décorations de Noël que j'avais accrochées le matin même me semblaient maintenant une moquerie cruelle. Les lumières clignotantes du petit sapin que j'avais monté pour les enfants me rappelaient sans cesse la joie que j'aurais dû ressentir ce soir. Mais au lieu de me plonger dans la pitié de moi-même, quelque chose en moi commença à se réveiller. Un mélange d'indignation et de clarté que je n'avais pas connu depuis des années. Je commençais à repenser à tous les épisodes de mauvais traitement que j'avais tolérés depuis que j'étais venu vivre dans cette maison. Je me rappelais clairement le jour où j'étais arrivé ici, exactement 3 ans plus tôt. Béatrice m'avait dit. « Papa, cette maison est maintenant la tienne. Ici tu seras à l'aise et en famille. » Quel énorme mensonge avait été cette promesse. Dès le premier mois commencèrent les reproches subtils, les sous-entendus. Les commentaires blessants déguisés en préoccupation. « Papa, tu devrais plus collaborer aux dépenses. » M'avait-elle dit seulement 2 semaines après mon arrivée. Moi, qui recevais une pension modeste de 10 000 € par mois. J'avais immédiatement commencé à donner 600 € par mois pour les frais de la maison. Mais ce n'était jamais assez pour elle. Chaque fois qu'une facture élevée arrivait, Béatrice me regardait avec reproche. « Papa, la facture d'électricité est très élevée ce mois-ci. » Comme si j'étais responsable de tous les appareils branchés jour et nuit. Comme si c'était ma faute que Rodrigo laisse la télé allumée toute la nuit. Ou que Béatrice utilise la machine à laver 3 fois par jour. Les souvenirs m'envahissaient comme une avalanche douloureuse. Les matins où je descendais pour déjeuner et ne trouvais que des miettes de pain. Parce qu'il n'en restait plus et que personne n'avait pensé à m'en garder une tranche. Les soirs où je rentrais de mes promenades et que le dîner était déjà rangé. Avec le commentaire, nous pensions que tu avais déjà mangé. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de me rappeler comment j'en étais arrivé là. Après la mort de Carmen, j'étais resté complètement seul dans notre maison de toute une vie. La dépression me rongeait jour après jour. Ce fut Béatrice qui insista pour que je vienne vivre avec eux. « Mais tu ne peux pas être seul, papa. Tu dois être entouré de famille. » Maintenant je me rendais compte que son inquiétude n'avait jamais été sincère. Elle avait été calculée. Ils avaient besoin de ma pension pour couvrir leurs dépenses excessives. Rodrigo avait perdu son travail d'électricien au moment où j'étais arrivé. Et ma contribution économique les avait sauvés d'une crise financière. Pendant ces 3 ans, j'avais été plus qu'un simple locataire qui paye.
J'avais été leur employé domestique gratuit. Chaque matin, je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner des enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Je nettoyais la maison pendant qu'ils travaillaient. Je faisais les courses, je cuisinais le dîner, j'aidais les enfants avec leurs devoirs. Et quand Rodrigo trouva enfin du travail l'année dernière, au lieu de me remercier pour le soutien durant sa période difficile, il commença à me traiter avec mépris. Comme si ma présence dans sa maison était une gêne. Comme s'il avait commodément oublié que mon argent avait payé son crédit immobilier pendant 18 mois. Mais ce soir-là, assis dans cette chambre qui n'avait jamais vraiment été la mienne, je pris une décision qui allait tout changer. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je ne pouvais pas permettre qu'on me traite comme un citoyen de seconde classe. Dans ce qui était censé être mon foyer. Cependant, avant de faire un mouvement précipité, j'avais besoin de savoir exactement à quel genre de personne j'avais affaire. Je devais découvrir jusqu'où allait réellement leur manque de considération envers moi. Je soupçonnais que ce que j'avais vu ce soir n'était que la pointe de l'iceberg. Je m'approchai de la fenêtre et observai le jardin enneigé sous la lumière de la lune. La tranquillité de la nuit contrastait brutalement avec la tempête émotionnelle en moi. Je savais que le lendemain tout allait changer. Mais d'abord j'avais besoin d'obtenir des réponses qui confirmeraient mes pires craintes. Sur les véritables intentions de ma fille. Le lendemain, le 25 décembre, j'attendis patiemment que tout le monde sorte de la maison. Béatrice et Rodrigo avaient prévu d'emmener les enfants au parc de Noël du centre de Madrid. Une tradition qu'ils maintenaient chaque année. Bien sûr, ils ne m'invitèrent pas. Il vaut mieux que tu te reposes, papa, m'avait dit Béatrice ce matin-là avec une fausse inquiétude. Hier tu semblais très fatigué. Une fois qu'ils furent partis, je profitai de l'occasion pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Fouiller les affaires de ma fille. Je ne me sentais pas fier de le faire, mais je devais confirmer mes soupçons. Sur ce qu'ils pensaient vraiment de moi dans cette maison. J'entrai dans leur chambre le cœur battant. Sur la table de nuit, il y avait son téléphone portable branché au chargeur comme toujours avant de sortir. Béatrice avait l'habitude d'utiliser le même code de déverrouillage pour tout. La date de naissance d'Alba, le 18 novembre 2015. Avec des mains tremblantes, j'entrai les chiffres et l'appareil se déverrouilla aussitôt. Je commençai à fouiller ses conversations WhatsApp, cherchant quelque chose qui me donnerait des indices sur leurs véritables intentions. Ce que je trouvais dépassa mes pires attentes. Il y avait un groupe de discussion appelé Familia SM. Où se trouvaient Béatrice, Rodrigo et apparemment la sœur de celui-ci, Cristina Santos Ruiz. Les messages les plus récents étaient dévastateurs. Du 20 décembre, Rodrigo avait écrit. Je n'en peux plus d'avoir ton père à la maison. Il gêne toute la journée. Et en plus il prétend qu'on le traite comme s'il était le propriétaire. La réponse de Béatrice fut encore pire. Je sais, mon amour, mais nous avons besoin de sa pension jusqu'à ce qu'on puisse économiser assez. Après, on le mettra à la résidence San Fernando. Là-bas, il sera bien soigné. Et nous retrouverons notre intimité. Cristina avait ajouté. Mon ami y a travaillé. C'est pas cher, environ 400 € par mois. Avec ce qu'il vous donne, vous pourriez payer ça et il vous resterait 8 cents pour vous. Je continuais à lire avec une horreur grandissante. Rodrigo avait répondu. Le problème, c'est que s'il se rend compte de nos plans, il pourrait partir avant et nous perdrions l'argent. Il faut le garder compte jusqu'à ce que tout soit organisé. Béatrice avait écrit. C'est pour ça que je supporte encore ces manies de vieux. Mais ma patience a des limites. Hier il m'a demandé de lui acheter ses biscuits spéciaux pour le petit déjeuner. Comme si j'étais son employé. Mes mains tremblaient en continuant à lire. Il y avait des messages de novembre où il discutait des détails de la résidence. Cristina avait envoyé des photos du lieu. Un bâtiment gris et déprimant en périphérie de Madrid. Avec des chambres minuscules et des couloirs qui sentaient le désinfectant. Regarde comme c'est parfait, avait écrit Béatrice. 4 lits par chambre, donc il aura de la compagnie. Et c'est assez loin pour qu'il ne puisse pas venir nous embêter tous les 2 jours. Rodrigo avait ajouté. Le mieux, c'est qu'une fois qu'il sera là-bas, on pourra vendre ses meubles et les vêtements dont il n'a pas besoin. Cette armoire ancienne de sa chambre doit valoir quelque chose sur le marché d'occasion. Mais le message qui me toucha le plus fut un de Béatrice, du 12 décembre. La nuit dernière j'ai rêvé que papa mourait dans cette résidence.
Je ne me suis pas senti triste, juste soulagé qu'on ait enfin la maison pour nous seuls. La cruauté de ces mots me transperça comme un poignard. Ma propre fille, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour. Que j'avais porté sur mes épaules quand elle apprenait à marcher. Que j'avais consolé pendant ses cauchemars d'enfant. Maintenant, elle rêvait de ma mort comme si c'était une libération. Je continuais à fouiller et trouver des conversations où il planifiait comment me convaincre d'aller volontairement à la résidence. Ils avaient discuté de différentes stratégies. Me dire que c'était temporaire pendant qu'ils rénovaient ma chambre. Ou inventer des problèmes de santé nécessitant des soins spécialisés. Le plan, c'est de le faire après l'épiphanie. Pour ne pas gâcher les fêtes des enfants, avait écrit Béatrice. Comme si ma présence était quelque chose de toxique qui pouvait contaminer Noël. Rodrigo avait suggéré. On peut lui dire que c'est juste pour quelques mois. Jusqu'à trouver quelque chose de mieux. Les vieux sont très naïfs, ils croient tout. La trahison était totale. Pendant 3 ans, j'avais vécu trompé, croyant être avec ma famille. Alors qu'en réalité je n'étais qu'une source de revenus temporaires. Jusqu'à ce qu'ils puissent se débarrasser de moi commodément. Je pris en photo chaque conversation avec mon propre téléphone. M'assurant que les dates et les noms soient bien visibles. Je savais que j'aurais besoin de ces preuves pour ce qui allait venir. Puis je refermai l'appareil et le laissai exactement comme je l'avais trouvé. Je retournai dans ma chambre et m'assis de nouveau sur le lit. Mais cette fois je ne me sentais pas détruit. Je me sentais déterminé. L'humiliation de la veille n'avait été que le catalyseur. Qui me manquait pour découvrir toute la vérité. Maintenant je savais exactement à qui j'avais affaire et ce que je devais faire. Ce même après-midi, pendant que ma famille profitait de sa sortie de Noël. Je pris le téléphone et composai un numéro que j'avais gardé depuis des années. C'était celui de Pilar Ruiz Moreno, mon ancienne voisine du quartier de Chambry. Où j'avais vécu 40 ans avec Carmen. Pilar avait été comme une sœur pour nous. Quand Carmen était tombée malade, elle avait été là dans les moments les plus difficiles. Après l'enterrement, nous étions restés en contact de temps en temps. Mais la distance et mon déménagement avaient éloigné nos conversations. « Ignacio, quelle surprise de t'entendre !» s'exclama-t-elle avec une joie sincère. Quand je lui expliquai qui j'étais. « Hier justement je pensais à toi et à Carmen. Comment vas-tu, mon cher ?» Sa voix chaleureuse contrastait brutalement avec le ton froid que j'avais entendu à la maison ces derniers mois. « Et Pilar, j'ai besoin de te demander une très grande faveur. C'est urgent et je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Je lui expliquai ma situation de façon résumée. Sans entrer dans tous les détails douloureux. Mais en laissant clair que je devais quitter la maison de Béatrice immédiatement. Pilar, avec la générosité qui l'avait toujours caractérisée, n'hésita pas une seconde. « Bien sûr que tu peux venir, Ignacio. Tu sais que tu seras toujours le bienvenu chez moi. J'ai la chambre d'amis libre et ça me fera du bien d'avoir de la compagnie. Depuis qu'Antonio est mort l'année dernière, cette maison est bien vide. » Ces paroles me calmèrent énormément. Pilar était veuve comme moi. Elle avait 64 ans et nous avions partagé tellement de bons moments dans le passé. Que je savais que je pouvais lui faire totalement confiance. Mais j'ai besoin que ce soit discret, Pilar. Je ne veux pas que ma famille sache où je suis. Au moins pas immédiatement. J'ai besoin de temps pour organiser certaines choses importantes. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux rester autant que tu voudras. Ma maison est ta maison, tu le sais bien. Après avoir raccroché avec Pilar, je commençais à planifier méticuleusement ma sortie. Je ne voulais pas paraître précipité ou émotionnel. Tout devait être exécuté avec précision pour que mon message soit clair et fort. Je sortis une petite valise de l'armoire et commençai à y mettre seulement l'essentiel. Des vêtements pour une semaine, mes médicaments. Quelques documents importants que je gardais dans ma chambre. Et les photos de Carmen que je gardais toujours sur ma table de nuit. Pendant que je pliais soigneusement mes chemises, je réfléchissais à l'ironie de la situation. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé dans cette maison, Béatrice avait insisté pour que j'apporte toutes mes affaires. « Cette maison sera pour toujours la tienne, papa », m'avait-elle dit. Et maintenant, je partais avec seulement une valise, laissant derrière moi des meubles, des livres et des souvenirs d'une vie entière. Le plus important que j'ai mis dans la valise furent les impressions des conversations WhatsApp que j'avais photographiées. Je les ai glissées dans une grande enveloppe avec d'autres documents.
Ces preuves seraient fondamentales pour ce que j'avais prévu. Quand j'ai fini de préparer la valise, je me suis assis au bureau et j'ai écrit une lettre qui serait ma déclaration d'indépendance. Je voulais que chaque mot soit mesuré, qu'il transmette de la dignité et non du ressentiment. Chère Béatrice, ai-je commencé. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé qu'il est temps de chercher un endroit où je puisse vivre avec la tranquillité et le respect que je mérite à cette étape de ma vie. Ce n'a pas été une décision facile, mais les événements récents m'ont fait comprendre que j'ai besoin d'être là où je suis valorisé pour ce que je suis, et non pour ce que je peux apporter économiquement. J'ai continué à écrire. Pendant ces 3 années, j'ai essayé de m'adapter à vos dynamiques familiales, mais je me suis rendu compte que ma présence génère plus de tension que de joie. C'est pourquoi j'ai décidé de déménager dans un endroit où je puisse contribuer positivement et où mon expérience de vie soit appréciée. J'ai terminé la lettre avec ces mots. J'espère que cette décision vous permettra de profiter de votre intimité familiale comme vous l'avez toujours voulu. Les enfants seront toujours mes petits-enfants bien-aimés et j'espère qu'un jour ils comprendront pourquoi leur grand-père a dû prendre cette décision. Avec affection, papa. Je pliai soigneusement la lettre et je la laissai sur l'oreiller de mon lit. Je voulais que ce soit la première chose qu'il voit en montant me chercher. J'attendis jusqu'à 19 h, quand le soleil était déjà couché et que les rues étaient moins fréquentées. J'appelai un taxi et lui donnai l'adresse de Pilar. Je descendis ma valise en silence et j'attendis à la porte. Avant de partir, je jetai un dernier coup d'œil à la maison qui avait été la mienne pendant 3 ans. Les lumières de l'arbre de Noël clignotaient encore dans le salon. Les cadeaux que j'avais achetés pour les enfants attendaient encore sous l'arbre. Tout paraissait normal et festif, mais moi je savais la vérité qui se cachait derrière cette façade de famille parfaite. Je savais ce qu'ils pensaient vraiment de moi et quel était leur plan pour mon avenir. Quand le taxi arriva, je montai avec détermination et donnai l'adresse de Pilar. Je ne ressentais ni tristesse ni regret, seulement une étrange sensation de libération, comme si j'avais enfin repris le contrôle de ma propre vie. Pilar m'accueillit dans son appartement de Chambry avec les bras ouverts et un sourire sincère que je n'avais pas vu depuis des mois. Son foyer sentait la cannelle et le café fraîchement préparé, un parfum chaleureux qui contrastait totalement avec l'atmosphère froide que j'avais laissée derrière moi. « Ignacio, tu sembles plus maigre », me dit-elle en m'aidant avec la valise. « Mais il y a quelque chose de différent dans tes yeux, une détermination que je n'avais pas vue depuis l'époque de Carmen. » Cette première nuit chez Pilar, je dormis profondément pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait pas de cris le matin, pas de reproches sur les factures ni de plaintes sur ma présence. Seulement de la paix et le son familier de la circulation de Madrid se filtrant doucement par les fenêtres. Le lendemain, le 26 décembre, je décidai qu'il était temps de mettre en marche la deuxième phase de mon plan. Je me rendis à ma succursale bancaire du Banco Santander, rue Alcalá, où j'avais mes comptes depuis 15 ans. Mon conseiller, Julián Moral Herrera, me reçut personnellement. Je lui expliquai que j'avais besoin de faire quelques changements importants dans mes produits financiers. Pendant ces 3 années, j'avais autorisé Béatrice comme cotitulaire de mon compte courant. Pour lui faciliter l'accès aux 600 € mensuels que je lui donnais pour les dépenses. Don Ignacio, j'ai besoin que vous me confirmiez par écrit que vous voulez retirer votre fille comme cotitulaire, m'expliqua Julián en préparant les documents. Oui. Et je veux aussi annuler le virement automatique mensuel vers son compte. Julián me regarda avec curiosité, mais garda son professionnalisme. Entendu. Souhaitez-vous que nous préparions un autre produit financier, peut-être un compte d'épargne indépendant? Et effectivement, je veux ouvrir un nouveau compte dont moi seul aurai l'accès. Et je voudrais connaître les options de dépôt à terme. Pendant l'heure suivante, je réorganisai complètement mes finances. Le nouveau compte courant resterait uniquement à mon nom, avec une carte de débit nouvelle. Les 10 000 € de ma pension seraient déposés directement chaque mois. J'annulai aussi le prélèvement du contrat d'assurance auto de Rodrigo, que je payais depuis 2 ans, temporairement, pendant sa période de chômage. Ce service temporaire me coûtait 120 € par mois, qu'il ne m'avait jamais remboursé. Quand je sortis de la banque, je me sentais comme un homme nouveau. Pour la première fois en 3 ans, mon argent m'appartenait totalement. Il n'y aurait plus de virements automatiques, plus d'accès non autorisé. Plus de contributions forcées à des dépenses que je n'avais pas choisies. Mais je savais que le plus difficile restait à venir. Béatrice avait sûrement trouvé ma lettre la veille au soir. Ce n'était qu'une question de temps avant que les appels ne commencent. Je ne me trompais pas. À 15 h, alors que je prenais tranquillement un café avec Pilar dans sa cuisine.
Mon téléphone commença à sonner avec insistance. Sur l'écran, c'était Béatrice, encore et encore. J'ignorais complètement les 5 premiers appels. Pilar me regardait avec inquiétude, mais je lui fis un geste rassurant. Laisse-la se défouler un peu. Elle doit comprendre que les choses ont changé. Finalement, au 6e appel, je décidai de répondre. La voix de Béatrice sonnait hystérique à l'autre bout du fil. « Papa, où es-tu ? Nous avons trouvé ta lettre et nous sommes très inquiets. Les enfants demandent après toi et nous ne savons pas quoi leur dire. » Son ton avait changé radicalement comparé à la froideur du réveillon. Maintenant il sonnait doux, presque suppliant. C'était fascinant comme le désespoir pouvait transformer aussi vite l'attitude d'une personne. « Je vais bien, Béatrice. Je suis dans un endroit sur où on me traite avec respect. Mais pourquoi es-tu partie ainsi ? On aurait pu en parler. S'il y avait un problème, on aurait pu le résoudre en famille. » L'hypocrisie de ces mots me surprit, même si elle n'aurait pas dû. Parler en famille ? Comme quand tu m'as interdit de manger à Noël devant tes enfants ? Papa, ça, j'étais stressé. Les fêtes me rendent nerveuse. Je ne le pensais pas vraiment. Béatrice, je veux que tu saches que j'ai pris des décisions importantes sur mes finances. Tu n'auras plus accès à mon compte bancaire. Et les virements mensuels ont été annulés. Le silence qui suivit fut révélateur. Pendant quelques secondes, Béatrice ne sut pas quoi dire. Quand enfin elle parla, sa voix avait perdu toute sa douceur artificielle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu as annulé ta contribution aux dépenses de la maison. » Exactement. Comme tu me l'as dit à Noël. Celui qui ne contribue pas n'a droit à rien. Eh bien, comme je n'habite plus là, je n'ai aucune raison de contribuer. Mais papa, nous comptions sur cet argent. Nous avons des engagements financiers basés sur tes apports. Le masque était complètement tombé. Il n'y avait plus aucune inquiétude pour mon bien-être ou de fausses attentions familiales. Seulement la panique de la perte économique que représentait mon départ. Ce sont tes engagements, Béatrice, pas les miens. Et je raccrochai. Durant les 2 jours suivants, mon téléphone ne cessa de sonner. Béatrice alternait entre appels désespérés, messages vocaux en pleurs. Et suppliques par WhatsApp où elle promettait que tout changerait si je revenais. Chaque message était plus pathétique que le précédent. « Papa, s'il te plaît, réponds. » Les enfants pleurent le soir en demandant. « Où est papy ? » Alba n'a même pas voulu toucher à ses cadeaux de Noël. « Nous avons besoin de toi à la maison. » Rodrigo regrette beaucoup la façon dont il t'a traité à Noël. Il veut s'excuser personnellement auprès de toi. « Papa, j'ai réfléchi et tu as raison. J'ai été injuste avec toi. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. » Chaque message me confirmait que j'avais pris la bonne décision. Leur désespoir ne venait pas de l'amour filial, mais de la panique financière. Il était évident qu'ils avaient essayé d'accéder à mon compte bancaire. Et qu'ils avaient découvert qu'ils n'avaient plus d'autorisation. Le 28 décembre, alors que je prenais tranquillement le petit déjeuner avec Pilar, nous entendîmes la sonnette de la porte. Mon ami regarda par la fenêtre et me fit un signe inquiet. C'est une jeune femme avec 2 petits-enfants. Elle semble agitée. Je savais parfaitement qui c'était. Béatrice avait découvert où je me trouvais, probablement en demandant à d'anciens voisins du quartier qui se souvenaient de mon amitié avec Pilar. Laisse-la sonner. Je lui parlerai d'ici, mais ne la laisse pas monter. Pilar descendit ouvrir la porte pendant que je me penchais au balcon du 2e étage. Effectivement, Béatrice était là avec Alba et Marcos, tous les 3 avec des têtes de souffrance théâtrale qui ne m'ont pas trompé une seconde. « Mon père est-il ici ?» demanda Béatrice à Pilar d'une voix tremblante. « Oui, il est ici, mais il ne veut pas recevoir de visite, » répondit Pilar avec fermeté. « Papa » cria Béatrice en regardant vers le haut. « S'il te plaît, descends. Je veux juste te parler 5 minutes. Les enfants te manquent énormément. » Je me penchai un peu plus pour qu'elle puisse me voir, mais je gardai mes distances. « Béatrice, tout ce que tu avais à me dire, tu me l'as déjà dit la nuit de Noël. Il n'y a plus rien à discuter. S'il te plaît, papa. J'ai fait une erreur. J'étais stressé et j'ai dit des choses horribles. Mais nous sommes une famille, nous devons savoir nous pardonner. » Alba, ma petite fille aînée, leva les yeux avec des larmes. « Papy,
Pourquoi tu ne viens pas à la maison? Maman dit que c'est de notre faute, qu'on s'est mal comporté à Noël. Ces mots m'ont brisé le cœur, mais m'ont aussi rempli d'indignation. Béatrice utilisait ses propres enfants comme chantage émotionnel, les faisant se sentir coupables pour une situation qu'ils n'avaient pas créée. Alba, ma chérie, toi et Marcos, vous n'avez aucune faute. Vous êtes des enfants merveilleux et grand-père vous aime énormément. Mais parfois, les adultes prennent des décisions qui blessent d'autres personnes, et ces décisions ont des conséquences. Papa, s'il te plaît, insista Béatrice. Bon, on peut arranger ça. Rodrigo et moi avons parlé et nous voulons te demander pardon officiellement. Où est Rodrigo maintenant, demandai-je avec sarcasme. Il travaille, mais dès qu'il rentre, il viendra te chercher pour s'excuser. Le mensonge était tellement évident que ça m'a presque fait rire. Rodrigo ne viendrait jamais s'excuser. Probablement qu'il ne savait même pas que Béatrice était ici à supplier. Béatrice, je sais exactement ce que toi et Rodrigo pensaient de moi. Je sais quels étaient vos plans pour mon avenir. Je vis le sang quitter son visage. De quoi tu parles, papa? La résidence San Fernando. 400 € par mois. 4 lits par chambre. Ça te dit quelque chose? Le choc sur son visage m'a confirmé que j'avais visé juste. Béatrice regarda autour d'elle, nerveuse, comme pour vérifier que personne d'autre n'avait entendu. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmura-t-elle faiblement. Bien sûr que tu ne sais pas. Je sortis mon téléphone et lui montrai une des captures d'écran que j'avais prises, depuis le balcon. Elle ne pouvait pas voir les détails, mais le geste était assez clair. Les messages WhatsApp sont très révélateurs, Béatrice. Surtout ceux qui parlent de vendre mes meubles et de tes rêves où je meurs dans cette résidence. Béatrice chancela légèrement, se tenant au bras d'Alba pour rester debout. Ses joues passèrent du pâle au rouge vif. Papa, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Pendant 3 ans j'ai cru vivre avec ma famille. Alors qu'en réalité je n'étais qu'une source de revenus temporaires. Jusqu'à ce que vous puissiez vous débarrasser de moi commodément. Les enfants regardaient la conversation sans comprendre complètement ce qui se passait. Mais en percevant clairement la tension entre les adultes. Béatrice, ramène les enfants à la maison. Cette conversation n'est pas appropriée pour eux. Je ne partirai pas sans toi, papa. Nous sommes ta famille. Ma famille ne m'aurait pas interdit de manger à Noël. Ma famille n'aurait pas prévu de m'interner en secret. Ma famille n'aurait pas rêvé de ma mort comme d'une délivrance. Chaque mot que j'ai prononcé fut comme une gifle pour elle. Finalement, Béatrice comprit que je savais toute la vérité et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle prit les enfants par la main et s'éloigna de la porte. Mais avant de partir elle me cria, d'une voix pleine de venin qui révélait sa vraie nature. Tu es un vieux égoïste, après tout ce qu'on a fait pour toi. Ce fut la confirmation finale que j'avais pris la bonne décision. Ce même soir, vers 20h, alors que Pilar et moi dînions tranquillement devant les infos, nous avons entendu des coups violents à la porte d'entrée de l'immeuble. Ce n'était pas la sonnette polie du matin. C'étaient des poings furieux qui résonnaient dans toute la cage d'escalier. Pilar se leva, alarmée, et regarda par la fenêtre. Ignacio, il y a un jeune homme en bas qui a l'air très agité. Il crie ton nom. Je savais parfaitement qui c'était, Rodrigo. Il avait enfin montré son visage, mais pas pour s'excuser comme Béatrice l'avait promis. Plutôt pour m'affronter. Sa vraie personnalité ressortait maintenant qu'il se sentait menacé financièrement. Ignacio, criait-il depuis la rue. Sors immédiatement. On doit parler entre hommes. Sa voix respirait l'agressivité pure. C'était le même homme qui, pendant 3 ans, avait fait semblant de me respecter. Tout en planifiant en secret de se débarrasser de moi. Maintenant, sans le masque de la politesse, il montrait son vrai caractère. Je me penchai au balcon en gardant une distance prudente. Rodrigo était sur le trottoir, totalement hors de lui, les cheveux en bataille. Gesticulant violemment. Descends, lâche, me hurla-t-il quand il me vit. Tu dois régler ce désastre que tu as créé. Rodrigo, si tu veux parler, fais-le de là. Je t'entends très bien. Je ne vais pas discuter de mes affaires privées en criant dans la rue. Descends ou je monte. Tu ne monteras nulle part. Ce n'est pas ta maison et tu n'es pas le bienvenu ici. Son visage se tordit de fureur. Et écoute-moi bien, vieux.
Ta fille et moi avons des engagements financiers qui dépendent de ta contribution. L'hypothèque, les dépenses des enfants. Tout est calculé, y compris ta pension. Ce sont vos engagements, pas les miens. Je n'ai jamais signé aucun contrat m'obligeant à entretenir votre famille. Mais tu vivais dans notre maison, tu mangeais notre nourriture. Tu utilisais notre électricité et notre eau. Je vivais là parce que vous m'y avez invité et je payais 600 € par mois pour cela. Plus les dépenses supplémentaires que vous me demandiez constamment. Rodrigo se mit à faire les 100 pas comme un animal en cage. Les 600 € ne couvraient même pas la moitié de ce que tu dépensais. La nourriture, les médicaments, le chauffage en plus, parce que tu avais toujours froid. Alors vous auriez dû me le dire dès le début. On aurait pu négocier un montant juste ou chercher une autre solution. La solution, c'était que tu te comportes comme un père responsable. Les pères aident leurs enfants, ils ne les abandonnent pas quand ils en ont le plus besoin. L'hypocrisie de ces mots m'indigna profondément. Père responsable? Comme quand vous planifiez de m'interner à la résidence sans Fernando sans me consulter? Je le vis se figer sur place. Béatrice lui avait évidemment dit que je connaissais leur plan. Mais l'entendre sortir de ma bouche le désarma complètement. Ça, c'était juste une idée, une possibilité pour un futur lointain. Rien de définitif. D'après les messages que j'ai lus, vous aviez déjà visité l'endroit. Et calculé les coûts. 400 € par mois pour vous débarrasser de moi et garder 8 cents de ma pension. Ces messages étaient privés. Tu n'avais pas le droit de les lire. Ils étaient sur le téléphone de ma fille, dans la maison où je vivais. Mais tu as raison, je n'aurais pas dû les lire. J'aurais dû faire confiance à ma famille pour me traiter avec honnêteté. Rodrigo s'approcha davantage du portail de l'immeuble et je pus voir ses mains trembler de rage. Écoute, Ignacio, on va régler ça tout de suite. Ou tu reviens à la maison et tu maintiens tes obligations familiales. Ou je monte et je te descends moi-même. Rodrigo, tu es en train de me menacer dans la rue, devant des témoins. Tu veux vraiment ajouter une plainte pour menace à tes problèmes actuels? Pilar, qui avait écouté toute la conversation depuis la fenêtre de la cuisine, apparut sur le balcon à côté de moi. Jeune homme, je vous conseille de partir immédiatement. J'ai déjà appelé la police et elle arrive. Le mensonge de Pilar fut parfait. Rodrigo leva les yeux avec incertitude, évaluant si elle mentait ou non. Ce n'est pas fini, Ignacio, cria-t-il finalement. Ta famille a besoin de toi et tu ne peux pas disparaître quand ça te chante. Ma famille avait besoin de moi quand elle voulait mon argent. Mais quand on m'a humilié à Noël, j'ai cessé d'être de la famille. Et je suis devenu un fardeau. Béatrice a fait une erreur. Elle regrette. Béatrice regrette d'avoir perdu ma contribution financière. Si elle regrettait vraiment le mal émotionnel qu'elle m'a causé, elle serait venue seule ce matin, sans utiliser les enfants comme chantage. Rodrigo resta sans argument. Il savait que chaque mot que je disais était vrai. Et sa frustration de ne pas pouvoir me contredire le rendait fou. « Tu es un égoïste » hurla-t-il en dernier recours. « Ta propre fille souffre à cause de toi. Ma fille souffre des conséquences de ses propres actions. Je ne fais que réagir à la façon dont on m'a traité. » Finalement, Rodrigo s'éloigna de l'immeuble. Mais avant de partir il me cria, « Quand tu en auras marre de jouer au martyr, tu sauras où nous trouver. » Depuis le balcon, je le vis monter dans sa voiture et partir avec un coup d'accélérateur inutile qui révélait son état émotionnel. « Quel caractère il a, ce garçon » commenta Pilar en secouant la tête. « Je ne suis pas surprise que tu aies voulu quitter cette maison. » Les jours suivants se passèrent avec une tranquillité que je n'avais pas connue depuis des années. Pilar et moi avons instauré une routine agréable. Nous prenions le petit déjeuner ensemble en lisant le journal. L'après-midi, nous sortions marcher au Retiro. Et le soir nous regardions des séries où nous parlions simplement de nos souvenirs du quartier. Mais je savais que Béatrice ne renoncerait pas si facilement. Le 2 janvier, en revenant de la boulangerie du coin, je vis une voiture familiale garée près de l'immeuble de Pilar. C'était l'Opel Corsa blanche de ma fille. Cette fois, ils ne sont pas venus sonner à la porte. À la place, Alba et Marcos jouaient dans le petit parc juste en face de l'immeuble. Tandis que Béatrice était assise sur un banc, feignant de lire un magazine. Mais attendant clairement que j'apparaisse. C'était une stratégie plus sophistiquée que les précédentes. Je ne pouvais pas l'accuser de harcèlement si elle se trouvait simplement dans un parc public avec ses enfants.
Mais le message était clair, elle utiliserait les enfants comme appât émotionnel jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Je m'approchais du parc d'un pas décidé. Si Béatrice voulait jouer cette carte, je l'affronterais directement. Mais en protégeant mes petits-enfants pour qu'ils ne soient pas plus manipulés qu'ils ne l'avaient déjà été. « Bonjour, papy », me salua Alba en courant vers moi les bras ouverts. Sa joie sincère contrastait douloureusement avec les intentions calculées de sa mère. « Bonjour, princesse », lui dis-je en la serrant fort. « Comment vont mes petits-enfants préférés ?» Marcos s'approcha aussi, mais resta plus timide. « Papy, pourquoi tu ne vis plus avec nous ? Maman pleure beaucoup depuis que tu es parti. » Les mots du petit me transpercèrent le cœur. Ces enfants innocents payaient le prix des erreurs de leurs parents. Et cela me faisait plus mal que n'importe quelle humiliation que j'avais subie. Béatrice s'approcha lentement avec une expression qui voulait paraître naturelle. Mais ses yeux rougis trahissaient des nuits d'insomnie et d'inquiétude. « Papa, quelle coïncidence de te trouver ici », mentit-elle sans honte. Les enfants voulaient jouer un moment avant de rentrer. « Béatrice, nous savons tous les deux que ce n'est pas une coïncidence. Tu as observé les allées et venues de Pilar pour savoir quand je sors de la maison. » Elle rougit légèrement en se sentant démasquée, mais garda sa contenance. « Je voulais juste que les enfants puissent voir leur grand-père. Depuis Noël, ils n'arrêtent pas de demander après toi. » Je m'assis sur le banc près de mes petits-enfants, en gardant une certaine distance avec Béatrice. Je voulais parler aux petits sans que leur mère n'interfère trop. « Alba, Marcos, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Ce qui se passe entre maman, papa et moi, ce sont des problèmes d'adultes. Rien de tout cela n'est de votre faute. Vous comprenez ? » Alba acquiesça sérieusement. « Maman nous a dit que tu es parti parce que tu étais fâché contre nous. Parce qu'on s'est mal comporté à Noël. » La manipulation de Béatrice m'indigna. Mais je restai calme pour le bien des enfants. « Ce n'est pas vrai du tout, ma chérie. Vous êtes des enfants merveilleux, et jamais vous ne feriez quelque chose qui me fâcherait au point de partir de la maison. »« Alors, pourquoi es-tu parti ?» demanda Marcos avec les yeux pleins de confusion. « Parfois, les adultes prennent des décisions qui blessent d'autres personnes. Et quand cela se répète, la personne blessée doit se protéger. En allant dans un endroit où elle se sent en sécurité et respectée. » Béatrice intervint nerveusement. « Papa, les enfants n'ont pas besoin d'entendre ces choses. Ils sont trop petits pour comprendre des problèmes si compliqués. Au contraire, Béatrice, les enfants méritent une explication honnête. Adaptée à leur âge. Ils ont été utilisés comme chantage émotionnel. Et ils ont le droit de savoir qu'ils ne sont pas responsables de cette situation. »« Papy, » dit Alba en prenant ma main. « Ça veut dire que tu ne viendras plus jamais à la maison. » La question directe m'obligea à être clair sans être cruel. « Ça veut dire que papy a besoin de vivre dans un endroit où il se sent respecté. Mais ça ne change pas l'amour que j'ai pour vous. Vous serez toujours mes petits-enfants adorés, peu importe où je vis. »« On peut te rendre visite dans ta nouvelle maison ?» demanda Marcos avec espoir. Je regardai Béatrice avant de répondre. « Cela dépendra si vos parents comprennent et respectent les décisions que j'ai prises. S'ils apprennent à me traiter avec dignité, nous pourrons trouver une façon de nous voir. » Béatrice profita de l'ouverture. « Papa, nous voulons que tu reviennes. Nous avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé à Noël. Et Rodrigo et moi sommes prêts à changer. » « Changer quoi exactement, Béatrice ? » ?»« Notre attitude, la façon dont nous te parlons. Nous voulons te traiter avec le respect que tu mérites en tant que notre père. Et qu'en est-il des plans pour m'interner à la résidence San Fernando ? Je la vis se crisper en entendant ce nom précis. Ça, ce n'était pas un vrai plan. C'était juste des conversations théoriques sur des possibilités futures. Des conversations théoriques où vous calculiez des coûts exacts. Et discutiez de la façon de me convaincre d'y aller volontairement. Les enfants nous regardaient sans tout comprendre. Mais percevant la tension entre nous. « Papa, s'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver que j'ai changé. Les enfants ont besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi, papa. » Le mal est fait, Béatrice. La confiance, une fois brisée, est très difficile à reconstruire. Et honnêtement, je ne crois pas que tu aies changé. Je crois que tu es désespéré parce que ta situation économique est devenue intenable sans ma contribution. Ses yeux se remplirent de larmes.
Mais je ne pouvais pas dire si elles étaient sincères ou calculées. C'est vrai que nous avons des difficultés. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas comme père. Je me levai du banc et embrassai le front de chaque enfant. Alba, Marcos, souvenez-vous toujours que je vous aime énormément. Soyez sages et prenez soin de vous. Alors que je m'éloignais, j'entendis Béatrice murmurer désespérément. Papa, s'il te plaît, ne nous abandonne pas comme ça. Mais cette fois, ces mots ne réussirent pas à m'arrêter. Les mois passèrent et ma nouvelle vie avec Pilar se consolida naturellement. Elle avait besoin d'aide pour les tâches ménagères plus lourdes. Et moi, j'ai trouvé un sens à être utile sans me sentir exploité. Ensemble, nous avons créé une dynamique d'entraide qui nous bénéficiait à tous les deux. En mars, j'ai établi une routine d'exercices matinaux. À la salle de sport du centre pour seniors du quartier. Là, j'ai rencontré d'autres hommes de mon âge. Qui avaient vécu des situations similaires avec leur famille. J'ai découvert que mon histoire n'était pas si unique. Manuel Ruiz Castillo, un comptable de 70 ans, m'a raconté comment son fils avait essayé de le convaincre de signer une procuration. Pour simplifier les démarches bancaires, alors qu'en réalité il voulait accéder à ses économies. Antonio Vega Moral avait été pratiquement expulsé de chez sa fille. Lorsqu'il s'est remis d'une opération et n'avait plus besoin de soins constants. Ces conversations m'ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Je n'étais pas un père sans cœur. J'étais un homme qui avait retrouvé sa dignité. En avril, Pilar a commencé à recevoir des appels étranges. Des numéros inconnus qui raccrochaient quand elle répondait. Nous soupçonnions que Béatrice ou Rodrigo tentaient de vérifier. Si je vivais toujours là, sans oser affronter la situation directement. Le vrai changement est arrivé en mai. Pilar est rentrée un après-midi du marché avec des nouvelles inattendues. Ignacio, j'ai croisé Mercedes Lopez. Tu te souviens d'elle? Elle vivait au 3e étage de ton ancien immeuble. Bien sûr. Comment va-t-elle? Bien, mais elle m'a raconté quelque chose d'intéressant sur ta fille. Apparemment, ils ont mis l'appartement en vente. La nouvelle ne m'a pas surpris autant qu'elle aurait dû. Durant ces mois, j'avais fait les calculs mentalement. Sans mes 600 € mensuels, plus les 120 de l'assurance auto. Plus les dépenses supplémentaires qu'ils me demandaient sans cesse. Béatrice et Rodrigo avaient perdu environ 800 € de revenus par mois. Mercedes dit qu'ils ont mis une petite affiche à vendre très discrète dans le hall. Et qu'on a vu des gens visiter l'appartement le week-end. C'était inévitable, commentai-je sans émotion apparente. Leurs dépenses étaient calculées en incluant ma contribution. Sans elle, ils ne peuvent pas tenir. 2 semaines plus tard, Pilar revint du centre de santé avec plus d'informations. Le pharmacien m'a dit que ta fille ne vient plus chercher les médicaments des enfants ici. Il dit qu'ils vont maintenant à la pharmacie de Valca. Valca, un quartier bien plus modeste que celui où il vivait. La confirmation que ma décision avait eu exactement les conséquences que j'avais prévues. En juin, alors que je me promenais au Rastro un dimanche matin, je vis quelque chose qui m'a profondément marqué. Sur un des stands de seconde main se trouvait la vieille commode de Carmen. Que j'avais apportée chez Béatrice 3 ans plus tôt. La même commode où je gardais nos photos de mariage. Et les premiers dessins que Béatrice avait fait enfant. Le vendeur, un homme âgé à l'air fatigué, me confirma ce que je soupçonnais. On me l'a apporté il y a 2 semaines. Un jeune couple avec 2 enfants. Ils ont dit qu'ils déménageaient dans un appartement plus petit et qu'ils n'avaient pas de place. Combien en demandez-vous? 150 €. C'est une pièce solide, mais ces meubles anciens ne se vendent plus comme avant. La commode que Carmen et moi avions achetée pour notre premier anniversaire. Et pour laquelle nous avions payé l'équivalent de 2 salaires entiers à l'époque. Se vendait maintenant 150 € pour que Béatrice puisse joindre les 2 bouts. Je ne l'ai pas achetée. Ce chapitre de ma vie était terminé. Et récupérer des objets du passé ne changerait pas cette réalité. En juillet arriva la confirmation définitive. Pilar reçut un appel d'une ancienne voisine. L'appartement où je vivais avec ma fille avait été vendu. Les nouveaux propriétaires s'y étaient déjà installés. Ce soir-là, assis sur le balcon de Pilar, un café à la main après le dîner. Je réfléchis aux changements survenus en seulement 6 mois. Ma fille avait perdu son logement. Avait dû vendre des meubles de famille. Et avait été obligée de déménager dans un quartier moins privilégié.
Certains auraient pu ressentir de la pitié ou même de la culpabilité. Mais moi je ressentais seulement une étrange paix intérieure. J'avais donné une leçon sur le respect et les conséquences, nécessaires bien que douloureuses. Tu crois qu'ils apprendront quelque chose de tout ça? Me demanda Pilar, qui avait suivi toute la situation avec compréhension et soutien. J'espère que oui, mais si ce n'est pas le cas. Au moins j'ai récupéré ma dignité et ma tranquillité. Et s'ils essaient de reprendre contact, cela dépendra de la manière dont ils le feront. S'ils viennent avec une vraie humilité et un respect sincère, je pourrais envisager une relation limitée. Mais s'ils reviennent avec les mêmes attitudes qu'avant, ils sauront où est la porte. La brise nocturne de juillet était agréable. Et pour la première fois depuis des années je me sentais complètement en paix avec moi-même. 10 mois avaient passé depuis ce réveillon qui avait changé ma vie pour toujours. Alors que j'écris ces lignes dans le petit studio que Pilar avait aménagé pour moi dans son appartement, je peux affirmer sans doute que j'ai pris la bonne décision. Ma routine quotidienne est devenue quelque chose que j'apprécie vraiment. Les matins, j'aide Pilar dans les tâches ménagères et les courses. L'après-midi, je vais au centre pour seniors, où j'ai formé un groupe d'échecs avec d'autres retraités. Le mercredi, je donne des cours de mécanique de base aux jeunes au centre communautaire, partageant le savoir accumulé pendant 40 ans de métier. Cette nouvelle vie m'a rendu quelque chose que j'avais perdu sans m'en rendre compte. Le sens du but. Je ne suis plus une charge économique tolérée à contre-cœur, mais quelqu'un qui contribue activement à sa communauté, et qui est apprécié pour ses apports. En septembre, exactement 9 mois après mon départ, je reçus une lettre que je n'attendais pas. Elle n'arriva pas par email ni par WhatsApp, mais par courrier postal traditionnel dans une enveloppe blanche, adressée à moi avec une écriture soignée que je reconnus immédiatement. C'était l'écriture de Béatrice, quand elle était enfant et faisait des efforts pour bien écrire. « Cher papa », commençait la lettre. « Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après tout ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin que tu saches certaines choses importantes avant qu'il ne soit trop tard. » Je continuais à lire avec curiosité, mais sans l'angoisse émotionnelle que j'aurais ressentie quelques mois plus tôt. « Tu avais raison depuis le début. Rodrigo et moi t'avons traité comme une solution à nos problèmes financiers, au lieu de te valoriser comme le père et le grand-père que tu as toujours été. » L'humiliation de Noël fut le point culminant d'une série de manques de respect que je vois maintenant clairement. Nous avons perdu la maison en juillet. Nous avons dû vendre beaucoup de tes affaires, y compris la commode de maman Carmen. Cela me fait très mal parce que je sais ce qu'elle signifiait pour toi. Nous vivons maintenant dans un appartement de 2 pièces à Valca. Les enfants partagent une chambre et moi je dors sur le canapé du salon. Rodrigo a beaucoup changé depuis que nous avons déménagé. La pression économique l'a rendu amer. Et parfois il me parle de la même façon horrible que nous te parlions à toi. Je comprends maintenant ce que ça fait d'être traité comme un fardeau, au lieu d'une personne aimée. Les enfants demandent après toi constamment. Alba a commencé à écrire des lettres qu'elle n'envoie jamais, adressées au grand-père Ignacio. Marcos dessine des familles à l'école, mais il inclut toujours une figure à l'écart du groupe en disant que c'est toi. Cette partie de la lettre me toucha profondément. Mais je gardais l'objectivité émotionnelle que j'avais développée ces derniers mois. Je ne t'écris pas pour te demander de revenir ni de nous aider financièrement. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit après la façon dont nous t'avons traité. Je t'écris parce que je veux que tu saches que j'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. Que la famille ne se définit pas par le sang ou par des obligations, mais par le respect mutuel et l'amour sincère. Si un jour tu décides que tu veux connaître la nouvelle Béatrice, celle qui a appris la valeur de l'humilité et de la gratitude, je t'attendrai. Mais si tu préfères continuer ta vie sans nous, je le comprendrai complètement et je respecterai ta décision. Merci de m'avoir enseigné, même si ce fut de la manière la plus douloureuse, ce que signifie vraiment être une bonne fille. Je t'aime, papa. Béatrice. Je pliai la lettre soigneusement et la rangeai dans le tiroir de mon bureau. Je ne ressentis pas l'envie immédiate de répondre, ni le désir de l'ignorer complètement. C'était une lettre qui demandait du temps de réflexion. Ce soir-là, pendant le dîner, j'en parlais à Pilar. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» me demanda-t-elle avec sa sagesse pratique habituelle. « Pour l'instant, rien. Si elle a vraiment appris quelque chose de cette expérience, elle peut attendre.
La patience fait aussi partie de la valeur qu'on accorde aux personnes. Et si elle n'écrit plus, cela signifiera que son repentir n'était pas aussi profond qu'elle le disait dans la lettre. 2 mois plus tard, en novembre, je reçus une seconde lettre. Cette fois plus courte, mais contenant quelque chose de spécial. Des dessins d'Alba et Marcos. Les enfants avaient fait des portraits du grand-père. Avec des messages comme « Tu me manques » et « Quand viens-tu nous voir ?» Cette deuxième lettre confirma que le repentir de Béatrice n'était pas une impulsion passagère née du désespoir, mais une réflexion qui avait duré dans le temps. Finalement, je décidai de répondre. J'écrivis une lettre cordiale mais ferme, expliquant que j'acceptais ses excuses. Et que nous pourrions envisager des rencontres occasionnelles dans un lieu neutre. À condition que soient respectées certaines règles de respect mutuel et de limites claires. Je ne sais pas si cette histoire aura une fin complètement heureuse. Peut-être que Béatrice et moi reconstruirons une relation limitée mais respectueuse. Ou peut-être que les vieux schémas reviendront avec le temps. Ce que je sais, c'est qu'indépendamment de ce qui se passera avec ma famille, j'ai retrouvé quelque chose d'inestimable, mon estime de moi et ma paix intérieure. Chaque matin je me réveille dans une maison où je suis bienvenu. Où mon opinion compte, où mes contributions sont appréciées. J'ai appris qu'à 67 ans, il est encore possible de se réinventer. Et de trouver le bonheur dans des endroits inattendus. La leçon la plus importante que je veux partager est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour se défendre contre la maltraitance. Même quand elle vient de la propre famille. Le respect s'enseigne par l'exemple. Et parfois cet exemple doit être douloureux pour être efficace. Si tu as aimé cette histoire, mets un like à la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et partage tes impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, clique sur la case à gauche. Merci de nous suivre.